Nous allons commencer la partie optique géométrique et le premier chapitre de cette partie traite la nature de la lumière et les principes de l'optique géométrique. La lumière est la base de presque tout ce qui est vivant sur la Terre. La lumière est une forme de rayonnement électromagnétique. Elle est constituée d'un champ électrique et d'un champ magnétique. On peut représenter la lumière comme étant le transfert d'énergie de la source vers un observateur. De nombreux phénomènes dépendent des propriétés de la lumière. Par exemple, lorsque vous observez ou vous regardez une émission sur la télévision ou bien sur un écran d'ordinateur, vous avez besoin de la lumière. Lorsque vous observez le ciel bleu, les couleurs ou bien le coucher levé du soleil, donc aussi vous avez besoin de la lumière. Les images dans les miroirs, les lunettes et les lentilles de contact, les arcs-en-ciel, tous ces phénomènes-là dépendent des propriétés de la lumière. Donc, pour bien comprendre ces phénomènes, il faut bien comprendre les propriétés de la lumière. On va faire un petit rappel historique concernant la nature de la lumière. Avant le début du 19e siècle, on croyait que la lumière était composée d'un flux de particules. Newton était l'auteur principal de ce modèle-là de la lumière qu'on appelle le modèle corpusculaire. Il pensait que les particules étaient émises par une source de lumière et stimulaient le sens de la vue en entrant dans l'œil. Donc ça, c'était l'idée de Newton. Il considérait que la lumière comme étant des particules. Mais après, Huygens a proposé que la lumière serait une onde, une sorte d'onde en mouvement. On va attendre Jung, qui est le premier, en 1801, à donner une démonstration expérimentale et claire du caractère ondulatoire de la lumière. Il a montré que dans des conditions appropriées, des rayons de la lumière interfèrent les uns avec les autres conformément au principe de superposition. Donc, comme on a vu dans les chapitres de superposition des ondes, donc Jung a fait une expérience interférence. Donc, il a fait interférer deux sources de lumière et il a observé un phénomène de superposition des lumières. Donc, il a conclu que la lumière était une onde. Donc, le modèle corpusculaire ne pouvait pas expliquer l'observation de ce phénomène-là. Donc, lorsque vous observez une variation de l'intensité en fonction de la distance, par exemple, le modèle corpusculaire ne peut pas expliquer ce phénomène-là, ce qu'on observe. On a besoin d'un autre modèle et le modèle ondulatoire a pu expliquer ce qu'on observe dans le cas des expériences de Young. Donc ça, ces expériences-là sont connues sous le nom des fontes. On va revenir au physicien Huygens, qui est connu surtout dans ses contributions dans les domaines de l'optique et de la dynamique. Donc, il a estimé que la lumière est une sorte de mouvement vibratoire. Il a considéré que la lumière se propage et produit une sensation de lumière lorsqu'il atteint l'œil, et il a pu expliquer les lois de la réflexion et de la réfraction. Donc, ce physicien-là a donné des contributions, surtout dans le domaine de l'optique et de la dynamique. Donc, comment on a pu confirmer le modèle ondulatoire? Donc, il y a eu d'autres expériences qui ont conduit à l'acceptation générale de la théorie des ondes de la lumière. Donc, on a vu que Jung a fourni la preuve que les rayons lumineux interfèrent les uns avec les autres selon le principe de superposition. Ce comportement, comme on vient de le dire, ne pouvait pas être expliqué par le modèle particulier de la lumière. Maxwell a conclu en 1873 que la lumière était une onde électromagnétique à haute fréquence et Hertz a apporté en 1887 la confirmation expérimentale de la théorie de Maxwell lorsqu'il a produit des ondes électromagnétiques et on a mesuré les caractéristiques. Donc, il a mesuré, par exemple, leur fréquence et leur intensité. Mais
Évidemment, il y a eu aussi d'autres expériences qui n'ont pas pu être expliquées par le modèle ondulatoire de la lumière. On cite parmi ces expériences, le plus cas remarquable était le cas de l'effet photoélectrique. Donc, lorsque la lumière frappe une surface métallique, des électrons sont parfois éjectés de la surface. Einstein a proposé en 1905 une explication de l'effet photoélectrique à partir d'un modèle fondé sur le concept de quantification. Donc, ce modèle de quantification postule que l'énergie d'une onde lumineuse réside dans des particules appelées photons. Donc, l'énergie de la particule est égale à h fois nu, ou bien h fois f, la f est nu, ou bien f c'est la fréquence, et h c'est la constante de Planck. Donc, pour expliquer l'effet photoélectrique, on a eu besoin d'un modèle corpusculaire qui a été expliqué en 1905 par Einstein, qui a proposé la quantification de l'énergie des photons, de la lumière. Donc, après, il y a eu ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Donc, maintenant, la lumière est considérée qu'elle a une double nature. Dans certaines situations, la lumière manifeste les caractéristiques d'une onde, tandis que dans d'autres situations, elle présente les caractéristiques d'une particule. Donc, à cet instant-là, on considère que la lumière peut être considérée comme soit une onde, donc elle a les caractéristiques d'une onde, soit une particule, elle a les caractéristiques d'une particule. Parmi ces caractéristiques, la quantification de l'énergie suivant E égale H fois nu. Aussi, on va passer à la deuxième partie après l'introduction sur la vitesse et la mesure de la vitesse de la lumière. Donc aussi, on va faire un petit rappel historique. Donc on sait que la vitesse de la lumière est tellement élevée, donc elle est de l'ordre de 3,18 mètres par seconde, que les premières tentatives pour mesurer cette vitesse ont tout échoué. Donc la première tentative qu'on va citer, c'est celle de Galilée, donc vers 1600. Il a tenté de mesurer la vitesse de la lumière en plaçant deux observateurs dans des tours séparées. Donc, pour faire la mesure de la vitesse, Galilée a utilisé deux tours où il a placé deux observateurs. Je vais appeler le premier observateur 1 et le second observateur 2. Le premier observateur allumait une lanterne. Lorsque le second observateur voit la lumière, donc il va allumer sa lanterne pour que le premier observateur, une fois qu'il voit la lumière venir du second observateur, a eu le temps de mesurer le temps de propagation de la lumière entre les deux tours. Évidemment, le temps de déplacement de la lumière est énormément inférieur au temps de réaction des deux observateurs. Donc, cette expérience a échoué. Donc, Galilée n'a pas eu l'occasion de mesurer la vitesse de propagation de la lumière. Une autre méthode développée par Romer en 1675 qui a formulé la première estimation valable de la vitesse de la lumière. Il a utilisé la période de révolution d'une satellite de Jupiter. Donc, il sait que lorsque la Terre se déplace de 90 degrés autour du Soleil, Jupiter ne se déplace que de 7,5 degrés. Donc ça, on le connaît. Il a utilisé la période de révolution d'une satellite de Jupiter pour mesurer la vitesse de propagation de la lumière. Donc, un observateur se servant du mouvement orbital d'Io, qui est une satellite de Jupiter, comme instrument de mesure, devrait s'attendre à ce que la période de cette orbite soit constante. Donc, nous, si on observe le temps de révolution de Io autour de Jupiter, on doit attendre que la période de révolution est constante. Pourtant, après avoir recueilli des données pendant plus d'un an,
Roemer a noté que la période de Io était supérieure à la moyenne lorsque la Terre s'éloignait de Jupiter et est inférieure à la moyenne lorsque la Terre s'approchait de Jupiter. Donc, il a pu constater que la période de révolution dépendait de la position de Terre par rapport à Jupiter. À l'aide de ces données, Huygens a pu estimer que la limite inférieure de la vitesse de la lumière était environ de 2,3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la première estimation de la vitesse de la lumière. Cette expérience a une importance historique parce qu'elle a démontré que la vitesse de la lumière a effectivement une valeur finie et qu'elle a fourni une estimation de cette vitesse. Donc, cette valeur-là de 2,3 10 exposant 8 mètres par seconde est la première estimation valable de la vitesse de la lumière historiquement. Une autre expérience développée par le physicien Fizeau, donc en 1849, il a pu mesurer avec la vitesse de la lumière avec des moyens strictement terrestres. Donc, Fizeau s'est servi d'une roue dentée en rotation. Il connaît la distance entre la source de la lumière, considérée comme étant la position de la roue dentée, et le miroir. Donc, cette distance est connue. Donc, expérimentalement, on a une roue dentée, on a une source de lumière et un miroir à une distance d. Donc, une fois qu'on envoie un faisceau lumineux qui peut passer entre les dents de la roue, il va frapper un miroir et se réfléchir en revenant. S'il passe entre les dents de la roue, donc il peut traverser, donc on peut savoir la vitesse ou bien le temps comme on connaît la vitesse de rotation de la roue. Donc ce temps-là, c'est le temps aller-retour et delta t. La distance aller-retour, c'est 2d et la vitesse de la lumière est 2d sur delta t. Donc, Fizeau a pu calculer une valeur de 3,1 10 exposant 8 mètres par seconde. Évidemment, cette valeur-là n'est pas juste, mais c'est aussi une estimation qui a pu être, après plusieurs expériences, on a eu des valeurs beaucoup plus précises que la valeur donnée par Fizeau. Mais ça, c'est une expérience qui a utilisé uniquement des moyens terrestres. Donc, le temps delta t est connu en sachant la vitesse de rotation de la roue. On peut estimer ou bien déterminer le temps delta t, le temps de propagation entre la roue et le miroir aller-retour.